Nous sommes dans les locaux de la BPI. C'est une soirée dédiée aux crypto-monnaies, les Crypto Mondays. Vous êtes sur le point de lancer une ICO dans un domaine très spécifique. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet de Smart Hub? Alors notre ICO est effectivement lancé depuis 10 jours. C'est l'ICO du token HAB, HAB, pour faire des transactions sur une plateforme blockchain qui s'appelle la plateforme HAB. Et ce projet est effectivement porté par Smart Hub. Smart Hub, c'est une PropTech qui a 20 mois d'existence et qui s'est imposée comme le leader des appartements connectés dans l'immobilier neuf. Nous travaillons aujourd'hui avec les grands promoteurs immobiliers comme Vinci Immobilier ou Eiffage Immobilier et nous équipons nativement les nouveaux appartements avec une solution de domotique numérique qui permet de piloter chauffage, éclairage, volets, comptage, donc qui couvre tous les sujets. De là, nous avons développé une expertise IoT et nous avons voulu étendre notre gamme de produits en sortant de l'immeuble résidentiel et en allant vers les immeubles du tertiaire, les immeubles de services publics, les smart cities, où on a découvert une problématique qui est que les données sont de plus en plus captées par des objets connectés, mais ce sont les opérateurs de services qui captent les données et il n'y a pas de tiers de confiance. Si on compare par exemple avec un avion, où il y a 50 ans on a inventé la boîte noire, pourquoi on a inventé la boîte noire? Pour que les données collectées dans un vol n'appartiennent ni à Airbus, à Boeing, ni à la compagnie aérienne, ni aux pilotes. Eh bien, cela n'existe pas aujourd'hui dans les immeubles et c'est ce que nous faisons avec la plateforme HAB, c'est d'utiliser la blockchain en fait comme la bloc noire, comme le tiers de confiance pour stocker les données qui viennent des objets connectés qui aujourd'hui dans les bâtiments sont essentiellement tournés sur des problématiques de sécurité, détecteurs de fumée, détecteurs de pollution, détecteurs d'inondation, détecteurs d'intrusion. Et donc quand il y a un incident, quand il y a une problématique, aujourd'hui la donnée peut être abîmée, perdue, changée. Donc l'idée c'est de l'écrire dans la blockchain, dans notre plateforme, pour qu'elle devienne une donnée totalement intègre, inviolable et qui restera et qu'on pourra réutiliser quand on en a besoin, à la fois pour des problématiques d'expertise, pour du pré-contentieux, mais aussi pour commencer à créer des smart contracts qui vont utiliser la donnée comme oracle et vont pouvoir améliorer notre vie et créer plus de sécurité. Au fil de la soirée, et un intervenant en a parlé, je remarque que les ICO ont vraiment évolué par rapport à ce qu'on avait il y a un an. Il y a un an, le contexte n'était pas du tout le même. On était en 2017. C'était l'euphorie autour de la crypto-monnaie, la bulle autour de la crypto-monnaie. Et on n'avait que des projets de crypto-monnaie avec d'utilisations différentes. De plus en plus, et la personne le disait tout à l'heure, elle disait on ne connaîtra plus les ICO tels qu'on les a connus, cela va évoluer. Et on rencontre de plus en plus de projets très structurés avec déjà des liens avec des entreprises bien implantées et importantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et quelle est votre vision sur l'évolution à la fois des ICO, du secteur de la blockchain et du secteur des crypto-monnaies? Vous avez tout à fait raison. On est passé d'une industrie qui était presque endogamique, c'est-à-dire que les projets d'ICO étaient liés à des optimisations des applications de crypto-monnaies. Et donc en fait ça tournait un peu en rond, c'est-à-dire que c'était l'écosystème de la crypto-monnaie qui parlait à l'écosystème de la crypto-monnaie, ce qui a généré d'ailleurs cette bulle. Aujourd'hui on a tourné la page et on voit une rationalisation de l'écosystème avec de plus en plus de projets liés à des applications qui ont des cas d'usage avérés, c'est-à-dire des réels cas d'usage, des entreprises prêtes à les utiliser, des utilisateurs prêts à les utiliser. Ça, c'est une grosse différence. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à une demande des investisseurs. On était dans un marché où la majorité des investisseurs étaient des particuliers. Et donc, un particulier, forcément, est moins exigeant dans l'évaluation d'un dossier qu'un fonds d'investissement ou qu'un investisseur professionnel. Or aujourd'hui, les ICO, elles se financent à 80%, voire 90%, non plus en crowd sell, mais auprès d'investisseurs qualifiés. D'investisseurs qui, pour la plupart, sont des gens qui ont fait fortune dans les cryptos, mais qui aujourd'hui gèrent leur argent comme un fonds d'investissement ou un family office. Donc elles demandent à valider l'équipe, elle demande à valider les tokenomics, elle demande à valider la réalité des usages, elle demande à valider la sécurité du projet. Et c'est là tout d'un coup que la France, et c'est pour ça qu'il y a ce soir cette réunion des Crypto Mondays a lieu chez BPI, la France devient une place intéressante parce qu'elle apporte une sécurité juridique très forte, elle apporte des industries où on est leader. Nous, le Hub, naît en France. Pourquoi? Parce qu'on adresse 5 secteurs où la France compte des acteurs parmi les leaders mondiaux. L'énergie, l'immobilier, la construction, les télécoms, l'assurance
et bien sûr les gouvernements et l'administration, les smart cities. Je peux citer des marques, j'ai cité Vinci, mais je peux citer Engie, Total, je peux citer Orange donc, ou AXA. Donc on voit qu'on a complètement changé de paradigme et que finalement le financement de l'innovation des projets blockchain ressemble beaucoup plus à ce qui existe depuis 20 ans dans le financement de l'innovation dans les nouvelles technologies. Les deux mondes sont en train de se réunir et ce qui me frappe le plus, c'est de voir que d'une part, des investisseurs traditionnels du venture commencent à créer des fonds crypto. Le mouvement le plus étonnant cet été, c'était Andreessen. Andreessen Capital, c'est le fonds emblématique de la Silicon Valley, parce que c'est le fonds de Mark Andreessen qui a créé Netscape. Et Andreessen Capital a annoncé la création d'un fonds crypto cet été, de 400 millions de dollars, je crois, de mémoire, peut-être c'est plus ou c'est moins. Et puis de l'autre côté, on voit des acteurs comme ici la BPI, on voit des fonds d'investissement qui disent qu'ils sont prêts à investir de façon mixte dans le capital et dans les ICO. Et on commence à comprendre que l'ICO n'est plus un Eldorado, c'est juste un moyen de financement complémentaire spécifique au projet blockchain des startups. Et nous, dans notre cas, on a un financement classique avec des investisseurs classiques sur notre projet global. Et notre ICO, elle vise uniquement à financer notre projet produit blockchain. Et donc il y a une cohérence comme ça qui s'installe. Mais vous avez raison, le paysage a complètement changé. Et c'est de plus en plus dur de lever des fonds auprès des petits investisseurs, notamment asiatiques, sur les crowdsells. D'accord. Juste une dernière chose, du coup, là, par exemple, par rapport à votre ICO, est-ce que vous allez passer par Ethereum et ce qu'on appelle ERC20, etc. ou pas du tout? Et comment vous expliquez le fait que pour le moment, sur les principales crypto-monnaies, on n'a pas de retour de la confiance, on reste dans des marchés assez ternes, assez méfiants et défensifs, ce qui est compréhensible après une bulle, mais pour le moment, on n'a pas encore ce retour de la confiance sur les principales cryptos. Alors, vous avez posé plusieurs questions à la fois. Il y en a une sur le standard. Nous, on va aller sur le ERC20 parce qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'est NEM5 qui est le standard token de Neo, qui est très peu usé, et après les autres sont très alternatifs. Et aujourd'hui, ERC20 a fait ses preuves comme un standard pour les tokens, donc il nous semble plus facile de l'utiliser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, la confiance n'est pas encore revenue. La confiance, ça ne renaît pas aussi rapidement qu'explose une bulle, si vous voulez. Je pense qu'il faut laisser notamment du temps à tous ces projets qui ont été financés d'éclore et de se lancer. Il faut quand même réaliser qu'il y a près de 2000 projets qui ont été financés. On a collecté, je crois, au total, plus de 15 milliards de dollars qui ont été injectés dans ces projets. Les plus vieux projets ont à peine plus de 2 ans. Développer, et les plus récents, en quelques mois, développer une technologie, quelle que soit sa nature, c'est minimum 12 à 18 mois pour faire un bon produit. Après, il faut développer l'adoption, c'est-à-dire qu'il y ait des premiers utilisateurs qui testent le produit et qui disent c'est un bon produit, puis créer un référent dans un marché. Sur un cycle, vous ne pouvez pas espérer que ça se fasse en 1 an ou en 2 ans. Si vous prenez l'histoire des grandes technologies, vous vous souvenez de Windows, qui a végété pendant 9 à 10 ans avant d'exploser. Donc je peux prendre tout un tas d'histoires de logiciels comme ça. Moi je pense que ce qui va se passer, c'est que parmi les 2000 projets qui ont été financés, il y aura de très belles technologies qui auront des cas d'usage massifs. Et c'est ça qui fera revenir la confiance. Mais ça ne va pas arriver demain matin. Il va falloir laisser encore 1 ou 2 ans à ces projets pour se révéler, pour montrer leur puissance, pour montrer leur potentiel commercial. Et c'est comme ça que le marché va se réveiller, je pense. C'est très intéressant, merci pour toutes vos réponses. Et on vous retrouve donc, le site de votre projet, c'est hab.global. Ça apparaîtra sous cette vidéo, merci. Donc MoneyTrack, en fait, c'est une solution blockchain pour le paiement dirigé. Donc le paiement dirigé, c'est la faculté avec une blockchain de contrôler les tout petits paiements, les petits paiements qu'on peut avoir dans l'indemnisation de l'assurance, dans les crédits à consommation affectés, ou par exemple les chèques cadeaux, ou des toutes petites allocations qu'on va donner aux gens. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que ces paiements-là ne sont pas traqués, ne sont pas contrôlés. Et certains bénéficiaires de ces paiements-là fraudent, vont vous donner des faux justificatifs pour pouvoir avoir un emprunt, ou vous donner des faux justificatifs pour faire indemniser par l'assurance, etc. Donc ça, c'est des problèmes qui étaient rencontrés par l'industrie de la finance. Et on a trouvé une solution via la blockchain, et on a développé une blockchain sur le paiement dirigé. D'accord. Alors, bien sûr, ça semble prometteur. À quel stade en êtes-vous? L'ICO n'est pas encore faite. Combien de personnes sont dans l'équipe et quels sont les projets d'avenir étape par étape?
Alors aujourd'hui, nous, on est 8 personnes dans l'équipe. On a développé en fait notre démo et on est au stade de lancement d'un proof of concept avec un assureur français qui est en fait un assureur qui a investi dans un fonds fintech. Le fonds s'appelle Truffle Capital et Truffle Capital a pris en fait de l'equity chez nous et donc a investi dans Moneytrack. Donc on va lancer en fait la toute première application française en proof of concept avec un assureur français. Et au niveau de l'ICO, on est au stade des pre-sales. Notre ICO, nous on la lance pour j'allais dire s'étendre internationalement, c'est-à-dire développer en fait notre business international. Là on avait deux options. La première option c'était d'ouvrir des bureaux à chaque fois qu'il y avait un programme de paiement dirigé dans le monde et on aurait ouvert un bureau dans tous les pays du monde et on aurait mis énormément de temps. Et la magie avec la blockchain, c'est qu'on peut lancer en fait des ICO qui nous permettent en fait de trouver des partenaires investisseurs qui lancent leur propre programme sur notre protocole. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir des marchés via l'ICO, des marchés en Asie, des marchés au Moyen-Orient, leur fournir notre solution technique et leur permettre à eux, banques, assureurs, financeurs, de lancer leur propre programme de paiement dirigé sur notre protocole. On est au stade de la private sales, donc en fait des fonds privés. Notre ICO sera lancé en fait en janvier prochain. D'accord. Alors, tout à l'heure, quelqu'un en parlait lors des différentes interventions. Il disait qu'on allait vers une nouvelle étape au niveau des ICO et que les ICO, comme on les a connus, n'existeraient plus et qu'elles vont évoluer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et vous, votre ICO, est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut participer? Et est-ce qu'elle a pour but finalement de prendre part à votre projet un peu comme une action et non pas de détenir une crypto-monnaie, puisqu'à la base c'était quand même ça les ICO, mais là finalement on prend part à votre projet plus que dans une crypto-monnaie. Est-ce que c'est juste? C'est exactement ça. Nous, c'est un utility token. Un utility token, ça n'a de sens qu'à partir du moment où on achète un service qu'on va consommer plus tard. Donc nous, cette ICO, là vous avez raison, c'est que je pense qu'en fait les ICO vont être de plus en plus ancrés dans le business et de moins en moins dans le prospectif comme on l'a vu auparavant. Nous, on est vraiment ancrés dans le business. Ce qu'on vient, c'est que le business, il existe déjà, mais il existe sous format papier. C'est-à-dire que vous allez vous faire soigner par votre kiné, pour vous faire rembourser par votre mutuelle, vous devez renvoyer un reçu. Donc c'est vraiment du papier. Demain, nous, notre idée et notre ambition, c'est vraiment de le transformer dans la blockchain. Donc notre blockchain, c'est pas une crypto-monnaie en soi sur laquelle on spécule. Notre blockchain, c'est un token qui va permettre de suivre la transaction entre votre mutuelle, vous et le réseau de soins, entre votre banque, vous et le marchand. Et en fait, en traquant cette monnaie-là, en fait, en la suivant, on arrive en fait à générer du flux marketing qui permettent à des marchands ou à des réseaux de soins en fait, de faire des partenariats avec des financeurs. Et notre business model il est là-dessus. Donc vous voyez qu'on est très loin de la spéculation, on est vraiment ancré dans le business d'aujourd'hui. Très bien, merci Monsieur Doré pour ces explications. Si on veut vous retrouver, ce sera donc sur votre site qui est moneytrack.io. Voilà, on est sur moneytrack.io ou sur les réseaux sociaux type Twitter ou Telegram. L'adresse s'affichera sous cette vidéo, merci. Merci. Avec Madame Xiel, vous êtes juriste spécialisé, ou vous vous spécialisez sur le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain. Vous accompagnez notamment une ICO, vous allez peut-être pouvoir nous en parler et nous présenter votre activité. Oui, donc j'accompagne depuis quelques mois l'ICO de Smart Hub, qui est en préparation depuis le début de cette année, qui pour l'instant est en private placement et qui va passer en public placement à la fin du mois d'octobre, début novembre. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les objets connectés, mais dans le domaine de ce qu'on appelle très largement la domotique, et qui va utiliser une plateforme blockchain pour mettre en réseau et inscrire un certain nombre de données qui sont collectées par ces objets connectés dans les différents logements intelligents qu'on est en train de construire à droite et à gauche. Alors moi, dans le cadre de cette opération, je m'occupe des aspects de réglementation qui sont à la fois aigus et passionnants, puisque les ICO sont des opérations mondiales, en tout cas sur le principe, même s'il arrive qu'on exclue certaines places pour des raisons notamment réglementaires. Et ce qu'il nous faut faire, c'est toujours suivre avec beaucoup de réactivité tout ce qui peut se passer dans les différents pays dans lesquels les tokens seront offerts à la vente. En France, ce qui se passe en ce moment est assez intéressant. Et ça, c'est quelque chose que je suis tout particulièrement en tant que juriste française. C'est le vote actuellement de la loi Pacte
qui va aboutir à la mise en place d'un régime réglementaire spécifique pour les ICO qui se déroulent en France à l'initiative d'entreprises domiciliées en France. D'accord. Alors, quand vous dites public, c'est-à-dire c'est une ICO, c'est quand l'ICO va être ouvert au public. Absolument. C'est bien ça. Alors, justement, on avait une personne qui a parlé de régulation ce soir, mais on est dans quelque chose de tellement nouveau que c'est assez dur pour le moment à encadrer. Comment vous le vivez-vous en tant que juriste? Parce que, voilà, le cadre se crée petit à petit, mais c'est quand même quelque chose de très nouveau. Simplement, quel est votre point de vue? Alors, d'une manière générale, la technologie blockchain est extrêmement difficile à appréhender pour les juristes parce que c'est un objet qui est totalement nouveau et il est très difficile de la saisir avec des notions et des concepts qui existent déjà. Donc, quand on est confronté, par exemple, à ce nouvel objet numérique et le token, eh bien, on est obligé d'essayer soit de trouver des analogies avec des choses que nous connaissons déjà, soit d'élaborer des catégories totalement nouvelles. Et c'est ça qui est très intéressant dans la démarche des différents pays pour l'instant à l'égard des ICO. En Amérique du Nord, et c'est en tout cas le cas aux États-Unis et au Canada, on a dit bien les tokens, ce sont des titres financiers et on applique aux ICO la réglementation financière, c'est-à-dire que globalement, une ICO se voit appliquer les mêmes règles qu'une IPO. Enfin, en tout cas, c'est considéré comme une émission d'equity. En France et dans certains pays européens, on n'est pas aussi radical et on se dit peut-être qu'il y a place pour une certaine sophistication des qualifications juridiques que l'on retient. Autrement dit, selon les caractéristiques du token, on va appliquer une réglementation ou l'autre. Et aujourd'hui, le choix de la France d'adopter une réglementation ad hoc pour les ICO, elle va conduire à ce qu'on va quand même simplifier l'approche en la matière. Pourquoi? Parce qu'on aura un régime propre à l'émission et la vente de tokens sans être obligé de se plonger dans des réflexions interminables sur les caractéristiques du token dans chaque cas pour savoir quelle réglementation il faut appliquer. Donc ça devrait beaucoup simplifier les choses. Très bien, ça va être intéressant à suivre. Dernière chose, vous avez parlé d'un projet que vous accompagnez, qui est un projet de domotique. Comment s'intègre la blockchain là-dedans? Est-ce que simplement un moyen de lever des fonds et donc finalement de participer au projet, ou est-ce que vraiment le projet dans son ensemble s'intègre à l'environnement blockchain? Alors, je ne suis pas une experte sur le plan technique, mais en l'occurrence, pour une plateforme qui est créée dans le cadre du déploiement de SmartHub, il s'agit d'utiliser la technologie blockchain d'abord pour des raisons d'interopérabilité et ensuite pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Parce que dans un logement dans lequel on trouve des objets connectés, eh bien ces objets correspondent à un certain nombre de données qui sont des données critiques. Il faut pouvoir les stocker et il faut pouvoir les sécuriser. Et c'est la raison pour laquelle il y a une véritable pertinence dans le fait de recourir à la technologie blockchain. Et donc le choix de la technologie blockchain est d'abord un choix technique et puis dans un deuxième temps c'est quelque chose qui donne lieu à l'émission de tokens qui vont permettre de faire fonctionner l'écosystème SmartHub. Je comprends, très bien, merci. Et juste pour conclure, est-ce que vous sentez un réel engouement? On est à la BPI, donc en France, est-ce qu'on sent un engouement autour des cryptos, une volonté autour de la blockchain et des crypto-monnaies d'aller de l'avant de la part du régulateur, de l'État et des organisations ou sociétés qui sont en charge justement du développement du tissu économique français? Moi, je trouve qu'il y a eu une très grande ouverture d'esprit de la part des pouvoirs publics qui a été manifestée depuis un an ou deux, avec des consultations, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup d'événements. Et je crois que les enjeux économiques que représente la technologie blockchain dans son ensemble et les crypto-monnaies plus particulièrement sont quand même relativement bien compris. Merci pour vos réponses. Bon alors, Livingway, c'est un réseau social qui va permettre de connecter les gens entre eux, que ce soit tout particulier sur une seule et même plateforme, mais aussi les professionnels.
C'est un système de mise en relation qui marche par mots-clés et qui est géolocalisé. Et tout cet écosystème-là qui va se développer, pouvoir échanger à l'intérieur de ce système-là avec la crypto-monnaie Livingway, Live, qui va être une crypto-monnaie stable. Et cette monnaie va être un système de pour les individuels et les professionnels. Donc un professionnel, par exemple, au lieu de payer 3% à 4% de commission sur le frais de carte de crédit, va payer seulement 1% de commission sur les monnaies reçues, les paiements reçus en livre. Et donc, après ça, le commerçant, il va vouloir récupérer de la vraie monnaie, cash out à l'intérieur de l'application. Et nous, on fait un virement bancaire en euros ou en dollars suivant sa devise. Donc, c'est un système qui est très très simple. Tout le système est centralisé, ce qui permet en fait scalabilité que les sociétés décentralisées n'ont pas, et une simplification des transactions, donc transactions très rapides, transactions instantanées, transactions sans frais. Et par contre, tout ce système, tout cet écosystème va être possédé par Livingway, et Livingway lui-même, la société, va être possédé par ses utilisateurs. Donc en fait, une société décentralisée qui a une technologie centralisée qui permet la scalabilité, etc. Alors l'ICO, nous allons émettre des security tokens qui vont représenter les security tokens, donc l'equity de la société. Et il y aura donc un deuxième token qui sera le currency token, qui sera la monnaie stable. Donc 2 tokens, un pour les ICO et un pour le currency. Est-ce qu'on sait déjà quand va avoir lieu cet ICO? Alors ICO, je travaille d'abord sur le premier tour de table pour trouver le seed round qui va permettre de financer le développement de l'ICO. Une fois que j'ai trouvé ça, j'espère que dans 6 mois, ça pourra être live. Mais comme c'est un security token offering, on ne peut pas le marketer traditionnellement. Donc il va falloir, je vais aller à des événements, des roadshows, blockchain, meetup. Donc c'est plus en direct. Et sur le site de Livingway, on pourra acheter aussi les tokens, je pense. Mais on ne peut pas faire de pub comme sur Facebook, voilà, ou sur Google. Mais voilà, sur le site en tout cas de Livingway, on pourra acheter des tokens.